Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous nous dirigeons vers une entreprise manufacturière centenaire, bien de chez nous, qui œuvre dans le domaine du béton préparé en usine. Il s'agit de l'entreprise Gérard Perron et Fils. Et de ce pas, nous allons rencontrer son président, M. Serge Perron. Bonne émission. Alors, Serge Perron, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Gérard Perron et Fils Incorporé. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Gérard Perron et Fils Incorporé, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelle est l'entreprise? En fait, c'est une entreprise qui est venue au monde en 1912 avec mon arrière-grand-père et mon grand-père. Il y a mon père en 1945 qui a déménagé ici. Puis il faisait du tuyau de béton à ce moment-là. Il faisait aussi des blocs. On a beaucoup de salages qui sont faits, là, des salages de blocs. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le béton. Dans le béton, oui, c'est ça, d'un tuyau de béton puis d'un produit de béton au départ, qui est dans ces périodes-là. Et ça se veut, arrière-grand-père, grand-père, quatrième génération au contrôle? Oui, tout à fait. Ça fait 104 ans cette année que les Perrons sont dans le béton. Toujours ici à Baie-Saint-Paul? Toujours ici à Baie-Saint-Paul. Ça fait 71 ans qu'on est ici précisément, là, sur ce site-là. Que vous étiez là, ici, avant même que l'aspect résidentiel se développe autour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis là, on a la 5e génération qui suit là, tranquillement, là, qui est derrière moi, là, qui est active aussi au sein de la compagnie. Donc, c'est l'arrière-grand-père qui a parti le tout. Il était visionnaire, j'imagine, à ce moment-là, parce que c'était dans un boom de construction. C'était pour répondre à un besoin, parce qu'en 1912, les tuyaux de drainage, ça ne courait pas les rues. Tous les égouts, c'était plutôt à ciel ouvert où il n'y en avait pratiquement pas. Alors, ils ont commencé avec des petits tuyaux de 6 pouces pour faire des drains autour des maisons, puis faire des canalisations sur les chemins. Puis, chemin faisant, ça a grandi, ça a grossi, les tuyaux ont grossi aussi. Il y avait des moules de bois dans le temps. Ouais. Là, maintenant, c'était des moules d'acier. Mais c'est une production que moi, j'ai terminée avec Gérard Perron et Fils en 1999-2000. Parce que la mise aux normes était trop dispendieuse par rapport au marché. Puis il faut faire des choix à un moment donné. Tout à fait. Parce que tout évolue. À ce moment-là, c'était le besoin. Aujourd'hui, les besoins sont rendus, je dirais, gargantuesques. Bien, en fait, ils sont différents. C'est sûr que l'offre est très, très différente. Moi, dans les années 90, on a fabriqué beaucoup de pièces d'ornementation, de parterre, l'aménagement, les tuiles de patio, les bordures et tout ça. On vendait du pavé aussi. On était distributeur en plus d'être fabricant. On vendait de la brique, en fait, depuis 1969. C'est toutes des choses que j'ai arrêtées en 99 parce que les marchés ont trop changé, justement. Puis l'offre a changé aussi. Les quincailleries ont grossi. Ils offrent des choses qu'ils n'offraient pas avant. Fait que ce qui fait en sorte que les tuyaux de béton ont beaucoup diminué dans le marché. Avant ça, on faisait des calvettes un peu partout, sur le long des routes. Les cultivateurs avaient besoin de tuyaux. Ils nous appelaient. Mais là, ils mettent du tuyau de tôle ou du tuyau de plastique, et le gars, il part tout seul avec le tuyau au bout de son bras, 20 pieds long, il met ça dans le trou, puis c'est fini. Nous autres, c'était pas ça, là, parce qu'il y a quand même une masse importante. Quand on parle de béton, on parle de 150 livres au pied cube. 150 livres au pied cube. Oui, et puis un pied cube, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait que ça en prend beaucoup des pieds cubes pour faire des tuyaux. Ce qui fait en sorte que ça a un peu... c'est un peu haut de gamme par rapport aux besoins. Donc, la demande s'est estompée. Puis la mise aux normes était très, très dispendieuse, comme je disais tantôt. Fait que j'ai fait le choix de laisser tomber tout ce volet de fabrication-là pour me consacrer au béton préparé. Quelle a été la réaction, parce que là, c'est le fils qui prend la décision, quelle a été la réaction du père devant ça? Il dit, hey, tu es en train de changer la nature même de mon entreprise. Bien, en fait, on s'est ramassé devant des choix obligés, carrément, parce que dans la vie, c'est pas toujours facile. Il y en a des cycles où on est à l'aise et d'autres où on l'est moins.
Alors, à la fin des années 90, là, on va dire que c'était plutôt difficile financièrement. Puis, on a fait des choix, des inventaires à supporter, des marchés qui diminuent, la compétition de les quincailleries qui se renforcit. Fait qu'on on a dû modifier et adapter notre production, puis notre façon toute la gestion a été totalement changée. Depuis sa création, est-ce qu'il est arrivé beaucoup de changements du genre? Parce que là, on recule loin, comme on dit, c'est centenaire. Alors, par le fait même, il y a Oui, dû en avoir des décisions majeures prises. oui. Ben, en fait, il y a celle de 1945 d'installer ça ici, qui était une renardière au départ. Ah, Et là, ils ont installé ça ici. Ils ont acheté ça un peu à la pièce là, de M. Aimé Simard, qui était propriétaire un peu de tout le fond ici. C'était un cultivateur. Et dans les changements qu'on a eus, en fait, il y a eu une séparation en 1952 de mon père puis de mon oncle. Puis il a continué jusqu'en 84, en fait, où là, on a créé la compagnie Gérard Perron et Fils, parce qu'avant, c'était Gérard Perron enregistré. C'était uniquement à lui, en tant que particulier, qui exploitait une usine, mais c'était tout pris ensemble. Fait que là, on a fait une compagnie dans laquelle je suis devenu actionnaire. Et là, ben, c'est ça, on a commencé à regarder différentes façons de changer un peu le marché, d'améliorer un peu. J'ai voulu faire des pièces préfabriquées en béton, des édifices en béton préfabriqués, mais comme j'étais loin des marchés, puis j'ai pas été capable de faire l'expansion parce que j'étais pas capable d'acheter le parc du Gouffre à côté, je n'étais pas capable de grossir, j'ai dû oublier tout ce qui nécessitait d'entreposage parce que la cour ici est trop petite. OK. Et puis là, finalement, pour avoir analysé un paquet de trucs, en 88, on a décidé de faire le béton préparé parce qu'il y avait une demande. On était desservi par Clermont, mais à ce moment-là, le béton était très, très cher à Baie-Saint-Paul. Et on a commencé avec un camion. J'ai fait l'usine avec mon père. D'ailleurs, c'est une tradition ici de faire nos Ben oui. machines de production. Mon père, dans les années 40, avait fait ces machines à tuyaux à partir d'un principe allemand. Et des machines qui sont très, très performantes. Puis ils ont fabriqué, on a fabriqué des tuyaux de béton avec pendant C'est un 30, créateur. 30 En ans. plus d'être homme d'affaires, c'est un créateur. Ouais, on s'amusait bien à dire que c'était un patenteux. Un patenté. Puis on a tendance à penser que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Alors, c'est ça, c'est comme un réflexe, une habitude que j'ai développé avec lui puis que j'ai conservé. Ce qui fait en sorte qu'on a fabriqué toute l'usine au complet. Et on est très heureux aujourd'hui parce qu'on a fait d'excellentes performances avec. Là. Comment est venu votre intérêt pour cette industrie-là? En fait, je dirais que je suis comme Obélix. Je suis venu au monde dedans. Et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Puis je trouve tellement que le béton est un matériel formidable. On peut tout faire avec du béton. On peut faire du mobilier, on peut faire on peut faire des routes, on fait des viaducs, on fait des bâtiments. C'est vraiment un produit qui permet une multitude de créations, mais qui est à la fois très, très délicat. C'est ça, le béton, on a une image de. C'est solide, on coule ça, merci, bonjour, c'est réglé, mais c'est les lettres de noblesse du béton ou l'image du béton comme tel, ça a changé au fil du temps. Là. Oui, bien en fait, c'est un peu comme le reste, il a fallu s'adapter la technologie, les exigences. Les œuvres d'art, les ouvrages d'art, c'est-à-dire du ministère des Transports, coûtent très cher. On a eu des exemples d'événements malheureux qui sont survenus à cause du béton, pas à cause du béton. Bon, finalement, ce qu'on recherche maintenant, c'est des ouvrages qui vont durer 100 ans. Et on est dans ceux qui ont commencé à rentrer dans ce type de produits-là avec justement la fabrication du viaduc ici à Baie-Saint-Paul. Le viaduc qui est Le ici, viaduc sur la 138, sur à la l'arrivée du 138, là, village. est un ouvrage d'art qui devrait durer 100 ans, qui était fait avec un béton à la fine pointe là, de la technologie. Puis on est toujours en adaptation par rapport aux nouvelles exigences, puis par rapport à ce que toute la technologie nous permet de faire encore en plus. Fait qu'on pousse toujours plus loin. C'est très spécialisé, c'est très niché.
Ah oui, 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 c'est très, très spécialisé. On a tendance à penser que du béton, c'est fait avec du sable, de la pierre, du ciment puis de l'eau, mais Ça, c'était l'ancienne formule avec le petit mixeur à la maison qu'on oui, faisait oui, ça. c'est infiniment plus que ça. Pour faire des quantités comme ça, pour avoir des additifs comme ça dans un gros camion qui a une grosse capacité, ben il faut que tout soit au point. Les séquences de chargement, Parce c'est vraiment touché. on a découvert que le béton, il n'est pas fait avant de le charger dans le camion. Il est en train de se faire à même le camion. Effectivement, l'usine est une station de dosage et le malaxage se fait dans le camion. Et je dirais que 80 à 90% des usines au Québec, même ailleurs, sont organisées comme ça. C'est assez sophistiqué parce que dépendant de l'endroit où vous avez à livrer la marchandise, des fois, il y a un délai de temps beaucoup plus long. Donc, il y a comme des éléments que vous ajoutez au béton pour le retarder dans sa forme comme telle. Oui, ben en fait, c'est une réaction chimique. Hein. À partir du moment où l'eau vient en contact avec le ciment, on a une réaction chimique qui se démarre. Et pour retarder la réaction chimique, on met ce qu'on appelle un adjuvant qui va être un retardant. Et on peut contrôler effectivement. Quand on va aller l'eau coude, on met toujours 2 heures de retardant. Pour donner un exemple, ici à Baie-Saint-Paul, on n'en met pas, mais on peut livrer jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Et à ce moment-là, on en met. La normalité est quoi? Quand on remplit le camion, c'est avant qu'il puisse prendre forme, ça vous donne un délai de combien de temps? Ben, en fait, on le contrôle. Fait que, normalement, quand on remplit quand on fait une gâchée normale, on a 2 heures à partir du moment où l'eau est venue en contact avec le ciment pour terminer la mise en place. Terminer la mise en place. Ça veut dire Terminer la qu'il faut mise que en ça soit place. coulé, là. Oui, c'est ça, exactement. Si c'est pas coulé en dedans de 2 heures, théoriquement, à 2 heures, le gars, il s'en va. Mais c'est pas toujours ça. Ça dépend toujours aussi de la finesse de l'ouvrage. Là. C'est sûr que le béton va être bon quand même, mais c'est parce qu'à partir du moment où il commence à faire sa résistance, le corps dans les courbes du début, il ne peut pas la récupérer. OK. Fait que, Il va moins se mouler. et il va être moins résistant. Moins résistant. Si je vends un béton qui, exemple, est de 25 MPa et qui représente à peu près 3000 livres au pouce carré de compression, quand on fait les tests, ben, on a pris une demi-heure de plus à le couler, ben là, ça se peut qu'il était juste 27 MPa. Plus le temps avance, plus on perd des MPa. Mais ça ne veut pas dire que le béton sera totalement pas bon, mais il ne répondra pas aux spécifications qu'on avait décrites sur la Tel qui a facture. été conçu Oui, c'est ça. et normalement livré. Oui, et conçu pour l'ouvrage précis qu'il y a à faire parce qu'on a une multitude de mélanges. L'entreprise ici emploie combien de monde? Ça varie, ça monte jusqu'à 12. 12 personnes. C'est sûr que récemment, on a eu à faire un contrat majeur dans lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais où on a extrêmement performé là, ici à l'usine de Baie-Saint-Paul en sortant jusqu'à 700 mètres cubes de béton par jour. Ça c'est celui de l'hôpital, on De parle? l'hôpital, oui, c'est ça. Parce que là, c'est une grosse construction, effectivement. Oui, puis elle est encore plus grosse que ce que vous voyez parce que le volet parasismique a comme, je dirais, triplé la quantité d'un bâtiment comme ça en conception normale. Ce qui fait en sorte qu'il y a une dalle de 2 pieds d'épais à la grandeur du bâtiment qui est hyper armée, que si ça bouge, c'est tout le bâtiment au complet qui va bouger. Il n'y aura pas de détachement à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que le béton est élastique? Parce Il y a que une on parle de certaine, tremblement de terre, il y a des une fois. certaine élasticité, mais si je vous demande si une vitre est élastique, vous allez la prendre, vous allez pouvoir la plier un peu, puis elle va dire, ah, c'est bien d'accord, mais si vous allez un petit peu trop loin, elle va fissurer. C'est un peu la même chose avec le béton. Il y a effectivement de la flexion, mais mettons que sa force n'est C'est pas pas le en but premier. flexion. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on met du fer d'armature dans le béton. C'est pour justement améliorer sa résilience au niveau de la flexion. OK. Est-ce que c'est une entreprise qui fait face à beaucoup de compétition? Oui, ben, la compétition, en fait, nous a toujours un œil sur nous. On a évidemment une compagnie à Clermont qui nous fait compétition, mais on a aussi Québec qui, à l'occasion, peut se pointer le nez parce que leurs frais sont différents des nôtres. Puis, des fois, pour venir chercher un petit plus, ils vont tenter le coup de venir. Ça ne fait pas tout le temps les affaires, des fois, mais
Ah ouais, le territoire n'est pas une chasse gardée en soi, là. Non, non. De toute façon, il faut jamais penser qu'on est seul parce que un jour ou l'autre, si on est trop seul, il y en a un qui va apparaître. Ouais. Ça fait que faut toujours performer sur tous les plans en fonction de la compétition, même si elle n'est pas là. Elle est toujours omniprésente. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des principaux défis, auxquels vous avez à faire face pour les années à venir? En fait, la compétition, c'est une chose, mais je vous dirais que les normes, ok, les exigences n'arrêtent pas de grandir. Et l'obligation de performance par rapport à ces exigences-là est de plus en plus sévère. Et le défi est plus technologique que financier, j'oserais dire. Parce que si tu ne réponds pas à ça, c'est sûr que le reste, ça va tomber. Okay. Il faut vraiment là, on est une usine certifiée depuis 2007 par le Bureau de normalisation du Québec, qui est devenu une exigence même au niveau des constructions résidentielles. On est les seuls actuellement dans Charlevoix à détenir cette certification-là. C'est un avantage en soi? Oui, oui, c'est sûr que c'est un avantage, surtout depuis que la Société centrale d'hypothèque demande pour garantir une fondation, il faut qu'elle soit faite par une usine certifiée. Fait que c'est sûr que ça aide un peu la cause, puis ça unifie aussi l'offre. C'est-à-dire que tu peux plus faire n'importe quoi, puis je pense que c'est bien pour protéger le consommateur, l'utilisateur, d'avoir un minimum de suivi, un système qualité qui va permettre de détecter les non-conformités et de les pallier. Dans le fond, c'est à ça que ça sert. Ce qui veut dire que ça vient uniformiser un peu l'aspect soumission possible venant de d'autres contracteurs. Oui. Et à partir de là, ayant un produit similaire, bien là, comment on choisit notre fournisseur? C'est peut-être le service, c'est peut-être le visage, c'est peut-être la connaissance, peut-être oui, l'affaire. Oui, c'est ça. C'est ça. La compétence aussi. Depuis que vous êtes en place, on peut dire que c'était quoi votre plus grande fierté en tant qu'homme d'affaires? Bien, j'en ai plusieurs, mais c'est sûr qu'en tant qu'homme d'affaires, ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir perdu ce que j'ai. Parce que ça a passé proche. Oui. Puis, à ce moment-là, c'était quoi? Plus une question de mise aux normes, une question financière, une question... C'est une question de tout. De tout. Il a fallu que je revoie au complet la façon de faire, les objectifs, la mission, tout. Puis ça m'a permis de passer au travers. J'ai réorganisé tout l'ensemble, là, parce que je la perdais. En 2001, 2000, là, je perdais tout. Est-ce qu'on sentait une pression venant au fait que c'était une entreprise familiale, quatrième génération? Finalement, je manque mon coup par rapport à tout ce que les autres ont fait avant. Mettons que c'était en toile de fond. Et sans nécessairement que ce soit d'autres personnes qui me mettent ça là, je m'étais mis cette toile de fond-là moi-même. C'est une fierté. Quatrième génération. Bientôt une cinquième? Une cinquième en route, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est bien équipé pour y faire face? Bien, de jour en jour. C'est un apprentissage de jour en jour, j'apprends encore. Mais oui, de jour en jour, on apprend, il apprend, puis il y a des possibilités de relève. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile un transfert d'entreprise familiale que ça l'était dans le temps? C'est toujours difficile. Il y a toujours le fossé des générations. Même si on veut essayer de l'aplanir, on ne peut pas penser pareil à 30 ans, 25 ans que quand on est dans la cinquantaine, avec tout le bagage qu'on a. Puis, on ne veut pas que les jeunes fassent les mêmes erreurs qu'on a faites. Mais c'est de transférer tout ça qui est compliqué. Et en même temps, financièrement aussi, lui, s'il y a un transfert d'entreprise, c'est comme il devient propriétaire. Par le fait même, ça a une valeur. Ça. Donc, c'est plus de dire, tiens, mon fils, je te transfère le tout. Là. Ah oui, c'est sûr que on est en processus, puis ça ne veut pas dire que ça va se faire, parce que, mon Dieu, tout est tellement précaire aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que la relève se fasse. Là. Quand on parle de relève,
Ça prend quoi aujourd'hui, une relève ou un nouvel entrepreneur comme qualité ou comme personnalité? Je dirais que la première chose, c'est de l'ouverture. Faut être ouvert, il faut être visionnaire, il faut être fonceur, il faut être ouvert. Si tu n'as pas la vision de voir où tu vas, tu peux vite perdre le pied parce qu'il y a beaucoup d'embûches, puis il y a beaucoup de distractions. Dans votre secteur, est-ce que Charlevoix est toujours une bonne place d'affaires en tant que région? Ben, je vous dirais que oui. C'est sûr que on vient de passer 2 années formidables parce qu'on a eu un essor à Baie-Saint-Paul, c'est clair, tout le monde l'a vu, le paysage change. Je fais partie de la modification de ce paysage-là, c'est clair. Mais je vous dirais que dans les années qui viennent, je les aborde avec beaucoup de prudence parce que au niveau de la construction résidentielle, on a une baisse importante. On a beaucoup de maisons à vendre, d'ailleurs, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, C'est plus ça la nouvelle ne construction. pourra plus être. Puis, je suis bien que le premier à le voir quand on fait des fondations, qu'il y en a beaucoup moins. Là. C'est significatif comme baisse. Mais il y a quand même beaucoup d'autres travaux autour. Il y a des projets quand même intéressants. Et il y a quand même de quoi gagner sa vie. En fait, le béton, c'est encore une denrée essentielle. Là. Si tu fais une construction, ça me surprendrait qu'il n'y ait pas de béton dans ton plan. La base, c'est la base. C'est la base. Fait que, à partir de ce précepte-là, c'est sûr qu'il va toujours en avoir, mais il y a des années qui sont plus tranquilles que d'autres, fait qu'il faut s'adapter. Une entreprise comme la vôtre, par rapport à la région qu'elle dessert, quelle sorte de retombées qu'on peut dire qu'elle a eues sur la région? C'est sûr qu'on a, en tout cas Gérard Perron, on a généré beaucoup d'économies en termes de moins dépensés. On a fait sauver de l'argent à pas mal de monde. On a également créé beaucoup d'emplois. Je te dirais que depuis les temps ancestraux, là, les employés qui ont passé ici, parce qu'on a déjà monté à 24 dans les années, fin des années 70, on a monté à 24 employés. Et ça virait même sur 2 chiffres, la production des produits de béton. Dans le temps qu'on a fait toute la 138 jusqu'à Saint-Tite-des-Caps et tout, là, c'est tout notre tuyau qui est en dessous. Il y a des bouts qui ont été refaits depuis, mais c'est quand même encore majoritairement nos conduits qui sont là. Et au niveau du béton, ben c'est toute la main-d'œuvre locale qu'on a, même si actuellement c'est Béton Provincial qui est là. Et on génère quand même des bonnes retombées. On a des bons salaires au niveau de nos opérateurs de camions. C'est parmi les mieux payés de l'industrie. Ça demeure très spécialisé. Oui, oui. Effectivement. Alors, c'est une usine qui, de fait, est du béton prêt à l'emploi. Donc, oui. On l'achète, il est livré, puis il prend forme, il se transforme directement sur place. C'est ça. Eh bien. Mais en plus d'être un homme d'affaires, vous êtes quelqu'un qui aimait s'amuser dans la vie, puis vous avez même une petite entreprise de sonorisation qui s'appelle Sonorisation SP. Oui. Comment en est venue cette idée-là? Tiens, ça c'est mon dada, là. Ben, en fait, je joue de la guitare depuis 1974. Ah, donc musicien de base. Oui, et c'est ça. J'ai toujours fait de la musique. J'ai fait des mariages quand j'étais jeune. J'étais disc jockey. J'ai été disc jockey dans certains hôtels. Et c'est une passion de la scène qui ne m'a jamais lâché. Et je trouvais qu'il y avait un besoin ici. Je trouvais que ça n'avait pas de sens de faire venir les gens d'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que si vous n'aviez pas été un homme d'affaires dû aux circonstances, entre autres familiales, que vous auriez eu une autre carrière en musique et en sonorisation? C'est sûr que c'est facile de spéculer, mais c'est dans le domaine du possible, parce que c'est ça, j'en ai tout le temps fait, puis j'ai toujours aimé ça. Fait qu'effectivement, s'il n'y aurait pas eu l'entreprise familiale, peut-être que j'aurais bifurqué dans ce coin-là. Je sais que vous le faites sérieusement, mais en même temps, c'est là que vous allez vous amuser, quoi. Oui, pour moi, c'est un plaisir qui se renouvelle à tous les événements, parce que j'aime ça, mettre en valeur les artistes qui sont là. C'est quelque chose que j'aime. C'est ma fibre artiste de Charlevoix. J'ai toujours aimé le show.
Le showbiz. Le showbiz, oui, c'est ça. Serge Perron, merci beaucoup pour votre accueil, puis bon succès dans